Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux ce matin pour assister au colloque annuel de l'ISTOS. Donc cette année, nous traiterons de l'intelligence artificielle et du travail. Sans plus de préambule, je cède la parole à Stéphanie Lecam. Non, alors pardon, à Monsieur Kluchnikov, vice-président au numérique de l'Université de Rennes. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'ouvrir ce colloque dédié à l'intelligence artificielle et au travail. Et je tiens à remercier Stéphanie Lecam et l'ensemble de l'ISTO pour leur invitation. Si on est réunis ici aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'en fin 2022, il y a un petit chatbot qui est apparu dans le panorama numérique et qui a un peu bouleversé notre utilisation quotidienne des outils numériques. Et ce chatbot, c'est ChatGPT, bien sûr. Et peut-être, là, je prends 2 secondes ma casquette d'enseignant pour dire que c'est un outil qui ne vient pas de nulle part et qui a un long historique de l'intelligence artificielle et des réflexions autour de l'intelligence artificielle. Alors peut-être, je vous donne quelques dates clés pour qu'on les ait un petit peu en tête. Je pense que c'est intéressant. Je ne vais pas faire remonter à trop longtemps, mais dès 1958, Rosenblatt publie un article dans lequel il propose un modèle probabiliste pour modéliser un neurone. Et ce modèle probabiliste, il a un succès fou, puisque c'est encore aujourd'hui la brique un peu élémentaire des différents outils de réseaux de neurones profonds et des choses comme ça. Donc ça, 1958, c'est assez vieux. Alors, je vais aller assez vite, je ne vais pas vous faire un historique trop long, je saute de 40 ans dans le futur, et j'arrive en 1998, où un chercheur français, Yann Lequin, invente des nouveaux types de réseaux de neurones, les réseaux de neurones convolutionnels, et avec une application par le Crédit Mutuel de Bretagne, j'en parle parce qu'on est un petit peu en Bretagne, et puis que ça implique le travail, pour la lecture automatique de chèques. Donc on voit une première interaction là d'un outil d'IA, lecture automatique de chèques par le Crédit Mutuel de Bretagne. Et quasiment la même année, 1997, c'est un petit peu la surprise médiatique. Un logiciel informatique bat le champion du monde d'échecs. C'est Deep Blue, ce logiciel informatique. Voilà. Et 15 ans plus tard, presque en 2015, notre logiciel bat un champion de Go. Le Go, c'est un autre jeu qui est réputé beaucoup plus difficile que les échecs du point de vue combinatoire. Et ça, c'est un peu la surprise générale. Donc voir un logiciel qui bat une intelligence humaine sur un domaine où on pensait que c'était vraiment très difficile, c'est un peu la surprise générale. Et on peut dire qu'à partir de là, on se doutait qu'on allait avoir des logiciels un peu comme ChatGPT qui allaient pouvoir passer ce qu'on appelle le test de Turing, qui est un test qui... Donc Alan Turing, c'est un très célèbre informaticien qui a décrypté Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait proposé un test en 1950. Donc vous voyez, c'est assez vieux aussi, les réflexions autour de ces sujets, c'est ça que je veux dire, pour détecter si un logiciel était intelligent d'une certaine manière, en se basant sur le fait qu'un humain ne pouvait pas faire la distinction s'il était en train de parler à une IA ou à un autre humain. Donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a eu après un emballement un petit peu, ces outils ont été très popularisés, il y a une accélération autour de ça, et dans les 10-15 dernières années, cette accélération, elle est due à quoi ? Elle est due à l'implication massive de sociétés comme les GAFAM, qui investissent beaucoup de ressources en recherche fondamentale, en mathématiques et en informatique, mais aussi de ressources dans des puissances de calcul. On voit des data centers pulluler un petit peu partout, sortir de terre, et avec l'exploitation de ressources naturelles et de ressources humaines. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller voir le documentaire Les sacrifiés de l'IA. Vous pouvez le voir en replay sur France TV, qui est très, très intéressant et qui montre certaines limites de ces modèles d'IA. Peut-être je vais en évoquer quelques-uns très rapidement. Évidemment, il y a des enjeux écologiques très forts. L'IA est très consommatrice d'énergie, d'eau, de terres rares. Il y a aussi d'autres implications politiques autour des terres rares. Des enjeux sociétaux, le travail invisible des annotateurs, des personnes qui annotent les données et qui font l'entraînement des IA. Des enjeux de souveraineté qui sont très importants. À qui confie-t-on nos données personnelles ? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans des modèles fermés qu'on maîtrise mal ou peu ?
Et puis, évidemment, ce qui va nous occuper aujourd'hui, tout le long de ce colloque, des enjeux autour du travail. Et je vais juste signaler les 2 tables rondes. La première sur l'IA et santé ce matin, et puis cet après-midi sur, on peut dire, la surveillance algorithmique du travail. Voilà, donc moi j'espère bien que cette journée va nous permettre d'avoir des réflexions intéressantes et qui, du point de vue de l'établissement, la nourriront le groupe de travail en charge de la réalisation de la charte sur l'intelligence artificielle. Et puis je vais finir là en remerciant encore les organisateurs de ce colloque et en vous souhaitant tous un très bon colloque. Merci bien. Donc bonjour, Hélène Avignon, je suis responsable du pôle travail de la DRETS de Bretagne, DRETS, Direction régionale de l'économie, du travail, de l'emploi et des solidarités. Et c'est avec plaisir qu'on renouvelle notre soutien à l'ISTO pour l'organisation de colloques qui approchent les thématiques des relations professionnelles et du travail. Donc je remercie Catel et Stéphanie Lecam d'organiser ce matin ce colloque sur l'intelligence artificielle et le travail. Pour nous, donc, le réseau DRETS et DETS, c'est vrai que nous mettons en œuvre les politiques de l'emploi et du travail, et forcément, l'accélération de cette technologie et l'impact qu'elle a sur les politiques de l'emploi et du travail nous intéresse dans la mesure où nous accompagnons les transitions. Alors on a accompagné des transitions numériques, on parlait il y a encore quelques années des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on en est bien sûr à une accélération du déploiement et la généralisation de l'intelligence artificielle, et forcément les pouvoirs publics commencent à s'emparer de cette question. Il ne vous aura pas échappé que cette année s'est tenu un colloque mondial sur l'intelligence artificielle à Paris en février dernier, colloque auquel participaient bien évidemment là où les ministres du Travail. Alors, il ressortait de ce colloque qu'il ne faut avoir ni optimisme ni pessimisme. C'est le rapport à Guillaume Bouvet sur l'intelligence artificielle. Pour autant, on voit bien que c'est un sujet de controverse. Sur les politiques de l'emploi, on abordera ces questions-là cet après-midi. Il y a bien sûr des enjeux en termes de recrutement, mais également de licenciement. Donc, signature des contrats, rupture des contrats. Et puis nous, côté travail, on est très attentif aux publications des chercheurs. On a bien sûr lu le rapport de l'ANSES sur l'impact sur la santé des travailleurs des plateformes. Mais bon, pour aller plus loin, on verra que, bien évidemment, comme l'a dit la ministre, il faut quand même un cadre de confiance, et donc c'est une régulation de l'intelligence artificielle dans le travail. C'est un enjeu effectivement de dialogue social, on le verra, de démocratie. Donc certes, il faut rester optimiste parce qu'il y a quand même un potentiel très important d'amélioration des conditions de travail. Mais comme toute technologie, il peut y avoir aussi des abus et des dérives. Et donc on verra aussi dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut dégrader les conditions de travail, notamment la charge mentale ou ce que l'on appelle les risques psychosociaux. Je dirais pour terminer que les travaux de ce colloque vont intéresser particulièrement les partenaires sociaux qui sont membres du comité régional d'orientation des conditions de travail, puisque l'année prochaine, on se positionnera sur le futur plan santé-travail, et une des thématiques qui pourraient être retenues, c'est santé et intelligence artificielle. Donc, vous êtes au rendez-vous, en tout cas, des attentes des partenaires sociaux et de l'administration du travail. Donc, merci encore à vous pour l'organisation de ce colloque.
Merci infiniment à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau colloque de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest de l'Université Rennes 2, que j'ai plaisir de co-diriger avec Noélie Delahaye, qui se trouve juste là. Et je voudrais à mon tour faire quelques remerciements, remercier Nicolas, remercier Hélène d'avoir d'abord accepté de nous faire l'honneur d'ouvrir ce colloque, remercier la DRETS avec laquelle on travaille depuis, on ne va pas compter le nombre d'années depuis combien de temps on travaille ensemble, ce n'est pas important, simplement pour dire à quel point c'est précieux pour nous à l'Institut de compter sur l'expertise des agents, des agentes de la DRETS et d'avancer sur des sujets très épineux, parfois très très complexes à étudier. Donc merci infiniment de ce partenariat renouvelé. Je voudrais évidemment avoir un mot, une pensée toute amicale pour mon équipe, remercier Catel pour sa direction scientifique ô combien géniale, à l'image de Catel d'ailleurs. Je remercie infiniment à Lorraine qui a beaucoup investi d'énergie pour la préparation de ce colloque. Sans cette équipe formidable, on ne peut pas faire des projets aussi importants, donc merci infiniment. Merci aussi à Gwenola qui, je crois, est restée à l'accueil pour accueillir les derniers intervenants. Et merci à Noélie de son investissement. Je voudrais rappeler rapidement la mission de l'Institut du travail. C'est de former les organisations syndicales, les membres d'organisations syndicales à toutes ces questions qui nous fascinent, question des sciences sociales du travail. Ce qui est formidable à l'Institut, c'est que vous vous ennuyez pas en fait. Vous avez un jour une formation sur les risques psychosociaux et le lendemain sur, je ne sais pas moi, les problématiques qui sont liées à la pêche ou pourquoi pas sur la montée du fascisme et comment est-ce que ça peut avoir des répercussions sur les organisations syndicales. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'intelligence artificielle. Ça fait à peu près 3 ans qu'on s'intéresse à la question de l'IA à l'Institut, d'abord par un prisme tout particulier, celui de l'impact de l'IA pour les métiers de la création et de l'information. C'était il y a 3 ans, Midjourney débarque et nous propose des contenus générés synthétiquement qui viennent directement en concurrence avec le travail des artistes. Et on se dit, waouh, ça va être un cataclysme incroyable pour ces métiers de la création, mais sont-ils préparés pour supporter ce cataclysme et justement surfer cette vague qui arrive? La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle on s'est beaucoup investi, en particulier sur ces enjeux de transformation du travail de création, à l'heure où on a beaucoup de ministres qui s'amusent davantage à générer leurs propres images version Studio Ghibli que de prendre en considération les impacts absolument déplorables qu'il va y avoir pour les métiers de la création. Je parais d'un seul coup anti-IA ou technophobe, absolument pas. Je dis simplement qu'il y a des effets pour les métiers de la création qui ne sont malheureusement pas traités comme il se doit. Donc on alerte, et j'en profite pour faire la promotion de notre prochain événement qui aura lieu le 6 mai au TNB, au Théâtre National de Bretagne. C'est en tout cas l'occasion d'inviter un réalisateur belge absolument formidable qui est Luc Jabon et qui nous présentera son film « Pourquoi encore penser à l'heure de l'intelligence artificielle ?» Je vous invite à vous inscrire, la billetterie est ouverte et gratuite et on pourra ensuite débattre de ces impacts pour les métiers de la création en Bretagne. Merci Catel de l'organisation de ce colloque que je te laisse présenter et merci également de votre attention. Donc je vous remercie encore à nouveau d'être présent et pour commencer cette journée, avant que notre première table ronde se déroule, je vais laisser la parole à Madame Odile Chany, qui est chercheuse à l'IRES, pour introduire la journée.